Voilà, c'est parti. J'espère que ça marche. Confirmez-moi que vous avez bien du son sur le chat. Mais normalement, ça doit être le cas parce que moi, j'ai le son confirmé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live météo tropical. Désolé pour hier, je vous avais annoncé que j'en faisais un hier et puis je suis rentré du boulot à plus de 20 heures, donc je suis particulièrement fatigué. Donc voilà, j'ai pas pu le faire hier soir, mais on va le faire ce soir. On va prendre un petit peu le temps parce que, comme vous avez dû le voir, l'Atlantique commence à s'agiter un petit peu, ce qui est tout à fait normal. D'une part, l'eau se réchauffe. C'est la saison, la période où l'eau va commencer à arriver à peu près à son maximum entre mi-août et fin septembre à peu près. C'est pour ça que le pic de la saison est à ce moment-là. L'autre particularité, pardon, c'est que le flux de secteur ouest d'altitude qui crée le cisaillement en fait va se calmer, se calme d'ailleurs, puisque c'est un flux qui, de manière générale, fonctionne très bien en hiver, au printemps et en fin d'automne, et assez peu l'été. Donc voilà. Ensuite, dernière chose, c'est que la grosse poche de sable qui avait envahi l'Atlantique depuis plus d'un mois et demi maintenant, commence à se dissiper un tout petit peu. C'est pas qu'elle se dissipe, en fait, c'est surtout qu'elle est pas mal attaquée par l'humidité qui circule à son sud. Et donc, en fait, quand l'humidité rencontre le sable s'accroche aux gouttes, ça devient lourd, ça tombe avec la pluie. On le sait bien sur nos territoires, quand il pleut, quand il y a de la brume de sable, les voitures sont dégueulasses. En fait, chaque fois qu'il pleut du sable, c'est du sable en moins dans l'atmosphère et c'est du sable en moins qui nous protège des développements cycloniques. Donc voilà un petit peu pourquoi on rentre dans cette période plus agitée depuis quelques jours, depuis le début du mois à peu près. C'est normal, c'est logique. Elle est plus agitée, mais enfin, on a vu pire quand même. Hein. Franchement, on est quoi? On est le 6 ou le 7 août. Euh, 6 août, oui. Bon, 6 août, ça va. Normalement, on est déjà bien plus secoué que ce que l'on est en ce moment. Alors, on va parler des deux ondes donc, qui circulent aujourd'hui sur le sud de la zone de développement majeur. Donc, la zone de développement majeur, j'en ai parlé sur Twitter, c'est un rectangle qui va à peu près de 9 sud de 9 nord pardon, à 20 nord et on va dire, les côtes africaines jusque ici à peu près à la limite du Nicaragua. Pour des raisons de simplification, quand je parle de cette zone-là sur le site ou sur mes différentes publications, je parle de la partie qui concerne l'arc antillais. C'est-à-dire c'est toujours 9 nord, 20 nord, mais ça s'arrête à 60 ouest en fait. D'accord. Voilà, c'est 20 ouest, 60 ouest à peu près. Donc la zone de développement majeur, c'est ça. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est assez simple. Hein. C'est que statistiquement, depuis 1950, l'immense majorité des cyclones et des ouragans qui se sont formés, qui ont touché, euh, enfin, qui ont été comptabilisés sur le bassin atlantique, sont nés dans cette zone. En fait. Voilà. Donc voilà. Donc on a deux zones donc, qui circulent sur le sud de la zone de développement majeur. Une première qui est ici et qui s'appelle 2. Alors, j'ai eu pas mal de problèmes sur le site, notamment sur les alertes Twitter, parce que en fait, le NHE, tout le site en fait utilise les données brutes, ce qu'on appelle RAW en anglais, du NHE. Donc le NHE fournit à tout le monde de manière gracieuse de toutes les données. Ce sont des fichiers, la plupart du temps, des fichiers texte, des bases de données, différentes choses. Et voilà. Mais ils ont autant, c'est assez rigoureux pour tout ce qui touche les systèmes nommés, classés. Ils sont numérotés. Vous avez AL pour Atlantique, 21 pour l'année, et puis 01, 02 pour le numéro de suivi dans l'année, et 2021 pour l'année. Autant pour les ondes qui ne sont pas classées, en fait, je récupère les données dans un fichier KML, en fait, qui est un fichier pour les outils euh, de géovisualisation. Et dans ce fichier-là, ils ont une numérotation des ondes qui est totalement aléatoire. C'est-à-dire que là, celle-là, elle s'appelle 1, celle-là, elle s'appelle 2, demain, celle-là pourra s'appeler 1, celle-là, ça pourra s'appeler 2. Donc, en fait, dans le contrôle de l'intégrité des données, c'est un peu compliqué.
C'est pour ça qu'il y a eu quelques petits soucis sur le site et sur les alertes Twitter ces derniers jours. Normalement, j'ai réglé le problème, mais je n'ai pas encore réactivé la publication sur Twitter. Donc on va voir. Et ensuite, une fois que je serai sûr que ça marche bien, je publierai sur Facebook en automatique, toujours pareil. Mais là, pour l'instant, je suis encore en phase de test. Donc c'était la fin de la parenthèse. Donc voilà. Alors on va commencer par l'onde numéro 2. C'est un peu dans le désordre, mais c'est celle qui est la plus proche, donc celle qui nous intéresse un tout petit peu. Alors elle est monitorée depuis 3-4 jours. Elle avance assez doucement en fait. Elle se déplace à 7, 8, 9 nœuds. Voilà, elle n'a pas une grande vitesse. Elle est prévue pour avoir une trajectoire qui va remonter normalement un petit peu au nord dans les prochaines heures. Alors on va regarder pourquoi au niveau de la situation des pressions au niveau de l'Atlantique. Alors on voit, on a un anticyclone ici, alors avec une petite dépression au milieu, on ne sait pas trop pourquoi, 1028. Enfin, c'est un problème d'affichage en fait, c'est un effet de bord de l'affichage, mais on a un anticyclone à 1032, on le voit ici. Bon, avec un front qui ne nous intéresse pas, bien sûr. Donc, on a un anticyclone à 1032 qui se situe aux alentours de 40, 45 nord à peu près. Il déborde un petit peu sur 35, mais 40-45. Ce qui est nord, ce qui est normal pour la période en fait. Hein. Il est très à l'ouest. Normalement, en cette période-là, il est plutôt, c'est l'anticyclone des Açores, donc il est plutôt vers ici, hein, dans sa position normale. Mais il est quand même assez au nord. Donc, ce qui nous arrange plutôt, parce que qui dit anticyclone au nord dit quand même un niveau de pression sur 20 nord qui est, on va dire, même s'il est élevé à 20, il n'empêche qu'on a un gradient de pression qui est assez large. Alors ça explique qu'on n'est pas du tout de vent en ce moment, ou très peu de vent, d'accord. Vous voyez, le gradient de pression est très faible. Euh, et donc ce gradient de pression très faible va faire que ces ondes et ces perturbations vont pouvoir remonter en fait vers le nord assez facilement, sans forcément trouver de la puissance. Le principe, c'est que ces ondes tropicales sont, la plupart du temps, on le voit ici, liées à une zone de basse pression, d'accord. Et que les ondes de basse pression et les ondes de haute pression, bah, elles ont du mal à s'accorder, c'est un peu comme l'huile et l'eau. Et que donc, pour pouvoir aller attaquer les ondes de haute pression, un système doit être assez puissant en fait. Tant qu'il reste peu puissant, il va rester dans sa zone de confort, c'est-à-dire il va suivre l'isobar 1016. Alors là, l'isobar 1016, il fait une drôle de circulation. C'est pareil, c'est un effet de bord du modèle. On va regarder, il a été corrigé à 18 heures, mais on n'a pas la dernière carte. Je vais vous montrer sur la prévision du modèle. Mais on voit que la zone 1016 va faire ça et va passer à peu près au nord, sur le nord de l'arc. Donc on peut penser que cette onde-là va suivre à peu près cette zone-là et va doucement quand même, avec l'aide de Coriolis qui va pas mal la pousser vers le nord, va quand même devrait pousser un petit peu enfoncer cette barrière des 1016. On va regarder sur le modèle, non ça c'est voilà, c'est celui-là. Donc on voit à 0 heure, enfin la sortie de 18 heures, donc à 18 heures ITC, vous voyez, le 1016 il est là, mais on va voir à 4 jours à peu près, 96, tac, voilà, vous voyez, 96, on voit l'onde en fait, il prévoit de la faire passer vers ici. On voit qu'elle va suivre en fait qu'elle devrait suivre en fait, hein, bien sûr, il n'y a aucune affirmation là-dedans. Elle devrait suivre cette isobar-là. Et on voit, pour l'instant, le GFS ne la développe absolument pas. D'accord. On voit qu'à 4 jours, c'est une onde, il y a un tout petit peu de vent, il y a 20 nœuds, mais enfin, il n'y a rien de particulier. Et si on va chercher le CMWF, on voit que c'est globalement la même chose. Un petit peu plus tard, il la voit avec un petit peu de recul. Si on avance à 120, voilà, vous voyez, ça passe nord et ça reste en onde. Bon, de manière générale, on sait quand même avec l'historique que lorsqu'aucun des deux modèles à 5 jours, à 4 jours ou 5 jours ne développe un système, il y a peu de chances qu'on le voit se renforcer. Après, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, hein, bien sûr, il n'y a aucune garantie à ce niveau, on est tous bien placés pour le savoir parce qu'on a tous vécu des situations que l'on croyait acquises dans un sens ou dans un autre et qui se sont retrouvées finalement s'inverser au dernier moment. Donc globalement, cette onde-là, d'ailleurs, pourquoi il m'en affiche une? On va réafficher quand même. Ça fait partie des petits bugs dont je me rends compte. Il était peut-être en cours de mise à jour.
Bon, ah bon, donc il vient le live tweet, bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc celle-là d'ailleurs, elle est, vous voyez, à 0% à 48 heures et 20% à 5 jours de risque. On va franchement pas trop s'en préoccuper. Elle peut amener un petit peu de pluie sur le nord de l'arc, mais pas. Alors oui, le son de ma voix est un peu étouffé, c'est juste parce que j'ai j'ai la gorge un petit peu prise en fait, et puis j'ai eu 2 grosses journées de boulot, donc je suis un peu essoufflé et je suis voilà, je suis pas malade du Covid, je suis vacciné, testé lundi parce que j'étais en tournage avec une personne de 96 ans, donc il n'était pas question que je la contamine. Donc voilà, c'est pas la Covid, mais j'ai beaucoup bossé et je suis un peu essoufflé en fait, voilà. Et puis j'ai la gorge un peu prise. Euh, voilà, normalement mon micro est réglé pareil, tout le son est réglé pareil, donc je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup de problèmes. C'est ma voix vraiment, clairement. Je vais rapprocher un peu le micro. Euh, donc voilà, donc cette onde numéro 2, franchement, pour l'instant, elle ne semble pas avoir les capacités globales. On verra tout à l'heure globalement la situation de l'environnement de l'Atlantique. Mais là, celle-là, elle est un peu proche maintenant, elle ne va pas avoir suffisamment de temps pour arriver à faire quelque chose. Par contre, ça sera probablement surveillé un petit peu plus loin pour le nord de Cuba, les Bahamas, à voir. Alors, la deuxième, ben, on voit 60% de risque à 5 jours, ça commence à être élevé. Donc là, on est vraiment sur 30%, 30% à 48 heures et 60 à 5 jours. Donc là, on est sur un risque élevé pour le NHC. De manière générale, le NHC ne prend pas ce genre de choses à la légère, c'est-à-dire que quand ils annoncent un risque de renforcement supérieur à 50%, c'est qu'il y a des raisons, on va le regarder tout à l'heure dans les conditions, qui le justifient. Alors, il faut savoir que hier, elle est passée brèvement pendant une douzaine d'heures à peu près, à 70%, donc en rouge en fait. Les couleurs, c'est jusqu'à 30%, c'est jaune, à partir de 40 à 60, c'est orange, et 60, à partir de 70 et plus, c'est rouge. C'est le code couleur du NHC. Donc voilà, je disais hier, elle était passée un petit moment à 70% dans la journée. Je l'ai vu parce que sur mon téléphone, j'ai un petit widget qui me montre la carte du NHC en dessous de l'heure en fait. Donc je l'ai en permanence. Et, euh, et voilà, j'étais étonné parce que j'avais trouvé vraiment que dès son arrivée, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ondes qui arrivent depuis le continent africain, en fait, elles ont une période qui est très délicate. C'est ce qu'on appelle la marinisation. En fait, c'est le moment où l'onde passe d'un environnement très sec à un environnement très humide. Alors, on pourrait penser que l'environnement très humide va leur être favorable, puisque bah, finalement, c'est de l'eau, donc c'est du combustible. Sauf que l'eau est quand même encore assez fraîche ici, autour de 26-27. Si on regarde, on l'a ici, vous voyez, euh, au sud du Cap-Vert, oui, on a un petit point à 28. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pu se renforcer, donner l'impression qu'elle allait se renforcer vite, parce que vous voyez, on a une petite bulle à 28, mais normalement, c'est plutôt 27, 26 même dans cette zone-là. Donc 26-27, c'est pas suffisant en fait. Quand elles arrivent, elles se prennent un petit coup de froid en fait. Et donc elles ont du mal à se réorganiser. Mais là, vous voyez, cette petite zone à 28 ben, a fait que probablement il y a eu un petit moment d'organisation et la convection a dû se développer, ce qui a fait que le NHC hier l'a un petit peu poussé pendant quelques heures à 70%. Bon, on est revenu à 60. Alors, ben, même cause, mêmes effets, hein, elle va suivre une trajectoire par la force des choses assez similaire à celle qui est devant elle. Euh, alors, il y a deux choses. La première, c'est une chose dans laquelle on est très habitué, c'est que lorsque deux ondes se suivent comme ça, ou plusieurs ondes de manière générale, la première ouvre toujours un petit peu le chemin dans le sens où, à la fois, elle va humidifier l'air beaucoup, et donc elle va donner de l'air beaucoup plus humide à celle qui suit, à celle au pluriel ou au singulier. Et c'est pour ça que vous allez souvent vous retrouver dans un schéma qui est comme celui-ci en fait. Vous allez avoir une onde avec un risque de renforcement en 5 jours assez faible qui est suivi derrière par une onde avec un risque de renforcement supérieur. Et si une troisième sort assez rapidement derrière, vous allez voir, ça va être encore pareil. Elle aura rapidement un risque de renforcement un petit peu supérieur, puisque celles qui sont devant vont lui ouvrir la voie dans l'air sec, lui ouvrir un couloir d'air humide. L'autre chose qui se passe, c'est que
Les ondes, elles sont pas très faibles en termes de pression, hein. On est toujours aux alentours de 1010, quelque chose comme ça. Mais quand on a du 1016 au-dessus, finalement, elle repousse un tout petit peu. On l'a vu sur la prévision du modèle, là. Vous voyez, ça repousse un tout petit peu le- la zone de pression. Et donc, du coup, ça permet à celle qui est derrière, en fait, de remonter souvent un tout petit peu plus. Le risque, c'est que on est en fait un renforcement de la première en dépression et que donc on a une forme d'arrondissement ici au niveau des lignes de pression et qui va fort contraindre par contre la celle qui est dessous à passer un petit peu plus au sud. Ça peut être un problème qui se pose. Pour l'instant, dans les prévisions des modèles, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Mais c'était pour vous expliquer pourquoi la deuxième a souvent un risque de renforcement supérieur à la première. Alors, on va regarder un petit peu l'état global des variables d'environnement, en fait, d'accord, sur cette zone-là. Alors, je vais vous refaire, pour le prochain live, je vais faire un petit masque sur toutes ces images qui vont montrer la zone de développement majeur. Donc, c'est majeur développement région en anglais, donc c'est MDR, ça fait rire tout le monde. C'est pas très grave. Et puis je vous mettrai la position des systèmes aussi pour que ça soit plus clair. Mais là, je suis arrivé du boulot il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà. Alors au niveau de la température de l'eau, ça reste quand même l'élément déterminant, d'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dessous de 28, le risque de renforcement d'un système reste relativement faible. En tout cas, le risque de passage en catégorie 1, catégorie 2, et en parlant même pas plus que ça. Ça peut être classé en dépression, ça peut être éventuellement classé en petite tempête, comme on a vu Elsa au mois de juillet, mais c'est à peu près tout. Il faut vraiment que tout le reste des conditions soient très favorables. Mais s'il y a un peu de conditions défavorables à côté de ça, à moins de 28, il y a peu de risque de gros renforcement, en tout cas de système puissant. Donc on voit quand même que il faut vraiment, c'est vraiment au niveau de 10 nord, hein, de 10 nord, pardon, que on a du 28 degrés. Au-dessus de 10 nord jusqu'à grosso modo 55 ouest, ça reste un petit peu bas. Donc on voit bien quand même que le risque de renforcement, il est à 5 jours euh, pour la deuxième. Ben, on voit que c'est quand elle va arriver dans cette zone-là, en fait, hein, tout simplement dans la zone à 28 degrés. C'est là que ça se joue, une bonne partie se joue. La deuxième chose qui va pas mal jouer, alors c'est pas qu'elle va pas mal jouer en fait, c'est que c'est une espèce d'interrupteur on-off le cisaillement. D'accord. C'est-à-dire que le cisaillement est faible, il n'y a aucune contrainte sur le développement cyclonique. Si le cisaillement est fort, il n'y a quasiment aucune possibilité pour un développement cyclonique. C'est vraiment le cisaillement, c'est l'élément tout ou rien, quoi. Ça, voilà. Il n'y a pas peu de cisaillement moyen et tout, il y a du cisaillement, il n'y en a pas. Le cisaillement, grosso modo, c'est ces zones-là, hein. C'est à partir de, on va dire, 35, 42, voilà, donc 35, 50, toutes les zones orangées à rouge, il n'y a pas de possibilité de renforcement dans ces zones-là. Donc, vous voyez, la première onde, elle est ici. Non, elle est à 148, elle est par là. Donc, je ne sais pas pourquoi elle est pas tous au même endroit. Elle a un petit peu de cisaillement en son dessus, donc c'est pas facile. La deuxième onde, là, elle est là, mais elle est dans un creux qui est plutôt conjoncturel. C'est pas vraiment une zone sans cisaillement ici, c'est juste qu'il y a des petits vortex, en fait, d'altitude qui contraignent un petit peu les vents. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ça à 96 heures, à 4 jours à peu près, parce que c'est là que ça va se jouer en avance, en approche sur l'arc antillais, et on se rend compte qu'on a toute une zone ici de cisaillement faible, et que même la zone qui est ici, au large de l'arc antillais, en fait, n'est pas forte. On voit, on est dans une zone à 20, allez, 20, 20, 25 nœuds. Alors, c'est suffisant pour empêcher qu'une onde pas très organisée s'organise beaucoup et se développe. Mais si elle est déjà pas mal organisée à ce moment-là, c'est peut-être pas suffisant pour la bloquer. Donc voilà, à surveiller. Alors, le cisaillement fait partie des choses sur lesquelles les modèles butent beaucoup. C'est-à-dire c'est très difficile pour eux. Parce que il faut être d'abord sûr du flux de surface et sûr du flux d'altitude. Et le flux d'altitude, il est plutôt instable de manière générale, surtout en cette saison. Notamment parce qu'il est lié à ce qui se passe dans le Pacifique. Et que dans le Pacifique, les moindres écarts de température de l'eau liés à la zone El Niño vont contraindre la circulation en altitude du vent et changer pas mal des choses. Et ça peut se faire en quelques jours en fait.
Donc c'est pour ça qu'au-delà de 4 jours, on a un petit peu de mal. On peut aller voir à 5 jours ce que ça donne. 120. Voilà, ben, vous voyez, 120 heures, tout le large de l'arc antillais va être quasiment euh, avec un cisaillement très faible. Dans la prévision, ça, encore une fois, ça peut changer. Mais d'après les données que l'on a aujourd'hui, c'est vrai que la deuxième onde va avoir, dans cette zone, on a vu tout à l'heure, on a de l'eau chaude, d'accord. Et on a, pour l'instant, je vais y arriver, peu de cisaillement, d'accord. Donc, l'eau chaude, c'est le carburant, c'est le combustible. Le cisaillement, c'est l'interrupteur, on-off, donc là il est on, il ne coupe pas. Reste à voir maintenant la troisième donnée qui est le sable et l'air sec. Alors souvent on prend ça pour un nuage de sable en fait. Alors en fait le satellite c'est pas tout à fait ça qu'il voit. Il voit à la fois du sable et à la fois de l'air sec. Il peut y avoir du sable dans ce qu'il donne, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'air sec. Alors le truc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le satellite est incapable de voir le, la concentration de sable quand il y a des nuages, quand il y a une couverture de nuages très forte. Par exemple, ici, d'accord, on a des nuages, on peut penser qu'il y a du sable présent dans cette zone-là. Ou ici, vous voyez, cette zone-là, on voit une zone nuageuse ici. Ben, tout simplement, le satellite ne voit pas à travers, donc il dit qu'il n'y a pas de sable et d'air sec, alors qu'en fait, cette zone-là, elle est dans du sable et de l'air sec. Il n'est pas annulé. On voit ici pareil, les mêmes artefacts dans l'image. Quand même, de manière globale, même sur les zones avec peu de nuages, on voit que l'air est plus humide, qu'il est moins chargé en sable. De toute façon, ça se voit un tout petit peu dans l'atmosphère euh, depuis aujourd'hui, notamment. J'ai vu tout à l'heure en rentrant, l'horizon était parfaitement marqué. Donc, on a un petit peu moins de sable. Alors, si on amène les trois conditions environnementales, on se rend compte quand même que même ça va avancer. Cette zone-là, bien sûr, va avancer en même temps que les ondes. Hein. Toutes ces zones-là vont se déplacer dans le même sens, à peu près à la même vitesse, puisque les courants directeurs, tout ça se trouve tout à la même altitude quasiment, donc les courants directeurs vont les amener à peu près à la même vitesse. Donc globalement, on voit quand même que dans le carré, ici, entre 10 et 20 nord et 50 et 60 ouest, on a une zone qui va être favorable, avec de l'eau autour de 28 degrés, 29 en approche directe de l'arc antillais, peu de cisaillement et euh, une zone qui sera probablement celle-là, d'air sec et de sable, qui est modérée, on va dire, dans le meilleur des cas. Donc voilà, ça vous explique totalement pourquoi cette onde-là a un risque de renforcement qui est élevé à 60% au-dessus de la moyenne, tout simplement parce qu'elle est à l'heure actuelle dans une zone où l'environnement est peu favorable à son développement, mais lorsqu'elle va arriver sur 45-50 ouest, elle va commencer à trouver une zone qui va être euh, plus favorable pour elle. Je ne pense pas que des avions soient envoyés pour vérifier. Non, en fait, le cisaillement, il est calculé d'après des images satellites. On a aujourd'hui des satellites qui s'appellent les scatéromètres, qui embarquent pardon, des appareils qui s'appellent des scatéromètres, qui sont des outils qui sont capables de lire le déplacement de l'air à différentes couches. Et donc, ça va leur permettre de déterminer le vent en altitude et au niveau de la mer. Alors, bien sûr, c'est pas au nœud près ou au kilomètre près, mais ça donne une idée assez précise. L'autre moyen de calculer le cisaillement, c'est d'envoyer des sondes météo, des ballons météo, puisque chaque fois qu'ils vont traverser une couche, une couche de l'air, ils vont enregistrer le vent, ils vont le renvoyer à terre, et donc on va pouvoir calculer les différences de direction et de vitesse dans le vent. Et après, la troisième chose c'est les sondes larguées depuis les avions. Les avions du NHC, par exemple, les Hurricane Hunter, larguent des sondes de manière très régulière lorsqu'ils sont en investigation. Et ces sondes sont très précieuses parce qu'elles vont donner la situation globale. En fait, il y a deux types de vols hein, au niveau des Hurricane Hunter. Il y a des vols de basse altitude qui sont là pour aller voir ce qui se passe vraiment dans le cyclone. Et il y a des vols qui ont lieu à 10 000 mètres d'altitude, entre 3 et 10 000 selon les cas, et qui eux sont plus destinés à envoyer des sondes. En fait, ils ne récoltent pas depuis l'avion des données, mais ils envoient des sondes de manière très régulière qui leur permettent d'avoir une cartographie de l'atmosphère et donc de savoir à quel endroit il y a du cisaillement, à quel endroit il n'y en a pas, le niveau d'humidité. Enfin, ces sondes renvoient énormément d'informations.
Voilà. Donc, vous voyez, première onde, la numéro 2 ici, voilà, elle est encore dans une zone où c'est pas encore facile. On voit que quand on regardait ici au niveau du cisaillement, si on regarde à 36 heures à peu près, vous allez voir, il y a encore l'arc, il y a un petit peu, vous voyez, en approche ici, on a un petit peu de cisaillement. Il est faible, hein, il est pas marqué, mais il y en a un petit peu. En tout cas, de quoi venir un petit peu enquiquiner cette onde-là. Euh, bon, par contre, la seconde, oui, il faut la surveiller. Je ne dis pas qu'elle va se renforcer. De toute façon, je ne fais jamais ce genre d'affirmation pour ceux qui me connaissent. Mais oui, en effet, la proximité de l'arc antillais va probablement rentrer dans une phase plus favorable au renforcement. Alors, il reste la quatrième donnée, bien entendu. On a les trois données d'environnement, et la quatrième, c'est la trajectoire. D'accord, on en revient toujours à la même chose. Donc, au niveau de la trajectoire, ben, c'est pareil, on estime que celle-là, partant un tout petit peu vers l'ouest-nord-ouest, va repousser un tout petit peu la zone à 1016 qui est ici, et que celle-là va suivre. Pour l'instant, c'est ce que voient les modèles. Mais c'est pareil, il n'y a pas un consensus encore, hein. Si on prend, vous voyez, elle est ici, là, à 96 heures. Donc on va monter à 144. Voilà, vous voyez. Donc le GFS la voit pas se renforcer et passer au nord, mais c'est lié en fait, hein. Elle ne se renforce pas. Si vous voulez, pour bien comprendre la situation, en revenant par exemple ici, on va bien comprendre, c'est que plus elle va remonter et moins elle a de chances de se renforcer, puisqu'elle va rencontrer de l'air sec sur sa route. D'accord. Toute cette zone-là, c'est de l'air sec, pardon. Donc au-dessus de 15 nord à peu près, ces conditions de renforcement vont se retrouver amoindries de manière importante. Sa seule chance de se renforcer, c'est de rester sur une direction assez ouest, en dessous de cette zone-là. Et puis surtout, dans une eau, vous voyez, qui après c'est resté dans cette zone-là, 27, pour pas trop perdre. Si elle rentre là, 26, 27, ça va être difficile. Donc voilà, il faut bien comprendre. C'est, pour visualiser, en fait, euh, il y a deux choses qu'il faut bien prendre en compte. Plus un système se renforce, plus il va avoir tendance à aller vers le nord. Tout simplement parce que sa rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord, comme celle-là, va l'amener, une fois que cette rotation qui va se coordonner avec l'effet Coriolis, va l'amener à avoir une trajectoire vers la droite. En fait. On dit une trajectoire vers le nord, ce qui est faux, c'est juste que ça tourne vers la droite. Idéalement, si on n'avait pas de contraintes physiques, la force de Coriolis ferait une espèce d'escargot. En fait. D'accord. Parce que ça tournerait comme ça. Donc, plus ça va se renforcer, plus l'effet Coriolis va se faire sentir, et plus le système va avoir tendance à remonter. Et surtout, plus la pression va être faible, plus il va pouvoir enfoncer des lignes de pression à 1016, à 1020, sans aucun problème. Donc il va pouvoir pénétrer dans les zones de haute pression. Si les ondes ne se renforcent pas, elles vont avoir tendance à, de manière générale, rester un petit peu en dessous de l'isobar 1007. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la trajectoire. La deuxième chose, c'est que euh, si euh, une, dans cette situation-là, si ces deux ondes, plus elles auront une trajectoire au nord, moins elles auront de risque de renforcement. Donc, puisqu'elles vont traverser des airs secs qu'il y a très au-dessus. Donc, si on revient un tout petit peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, à la position de l'anticyclone, ben, en fait, alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. On va les regarder ici, sur la prévision du modèle. Vous voyez, à 144 heures, on va venir, c'est un peu loin, on va venir à 3 jours, 72 heures. L'idée, c'est que vous voyez l'anticyclone qui était ici, en fait, va doucement descendre un petit peu au sud en s'affaiblissant, 1027, mais partir vers sa position vers les Açores. D'accord. Il va venir se déplacer dans la prévision vers l'est. Puisque si on vient à 120 heures à 5 jours, vous allez voir, hop, il est là. Alors on a une petite dorsale qui se forme ici, mais 1022, très franchement, c'est pas, faut pas appeler ça une pression élevée, hein, 1022, c'est quand même pas très fort, donc c'est pas de nature. Donc voyez, d'abord la pression va être assez faible, 1024, et puis surtout la zone à 1024 va se rapprocher vraiment de la zone des Açores, et donc on voit quand même qu'on a un couloir là qui va probablement se créer pour laisser un petit peu de marge. Vous voyez quand même l'isobar
1020 a une trajectoire vraiment nord-ouest. On le voit ici aussi sur le 1018. Bon, voilà, on peut penser que ça va passer un tout petit peu au nord. Mais pour finir, voilà, on ne se préoccupe pas de celle-là. A priori, elle ne devrait pas trop nous embêter. Celle-là, je vais garder un œil dessus, vraiment, très sérieux, parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué, je vous l'ai montré, à 5 jours, il y a un vrai risque de renforcement et qu'il va falloir poursuivre. On peut espérer que ça passera. Pour l'instant, les modèles ne développent pas. Voilà, c'est ça qui me manquait. Je n'avais pas fini de vous montrer. Vous voyez, si on vient donc 100, 120, 144, on est où là? On va passer à 144, vous voyez, oui, c'est ça, elle vient un petit peu là. Et si on continue à monter, à 162, oui, elle se disperse. Donc, toujours la même situation, c'est-à-dire pour l'une et pour l'autre, si elles vont trop vers le nord, elles vont rencontrer de l'air sec et il n'y aura pas de fuite. Donc pour l'instant, c'est ce que prévoient les modèles. Si on regarde le CMWF, je pense qu'il est à peu près sur la même chose. Alors lui, il envoie a priori une autre derrière, à 168 heures ici. Elle n'est pas encore notifiée, donc elle n'est pas encore sortie Elle n'est pas encore sortie parce que là, 168 heures, c'est pas celle qui est ici. Elle n'aura pas fait à 68 heures un si peu de chemin. Je ne crois pas, on va vérifier quand même. Non, non, c'est celle-là en fait. Voilà. Donc il ne la voit pas se développer, d'accord. Et il envoie une deuxième, par contre, le CMWF, voilà, avec une petite dépression potentiellement, mais on est à 216 heures, ça n'a aucune forme d'intérêt. Dites-vous bien qu'au-dessus de 120 heures, 5 jours, tout ce que disent les modèles, c'est de la pure conjecture en fait. Hein. C'est voilà. Un modèle jusqu'à 5 jours, on l'écoute. Au-dessus de 5 jours, on tend une oreille attentive, mais rien de plus. Si le NHC vous propose des risques à 5 jours uniquement et des cônes d'incertitude à 5 jours, c'est juste parce que on sait très bien qu'au-delà de 5 jours, à chaque jour, on perd quasiment 20-30% de fiabilité sur la prévision. Donc vous imaginez, chaque jour, au 7e jour, on a déjà perdu 60%, donc ça n'a pas de sens. Quoi. Donc voilà, on ne se préoccupe pas trop de ce que dit le CMWF. Alors moi, je m'en préoccupe, hein, parce que ça fait partie des choses que je fais, et j'anticipe toujours ce genre de choses. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est celle-là. 1014, pas de renforcement. Vous voyez, 12 heures après, 24 heures après, pardon, 1015, il la voit même passer plutôt un peu au sud, et puis venir totalement se perdre ici. Donc voilà, c'était un petit point. Donc l'idée, c'est de dire, en effet, ça s'agite, c'est normal, c'est de saison, c'est de période. Le pic de la saison va commencer dans une semaine à peu près, 10 jours, et il va durer un mois et demi. Donc c'est le moment où il va falloir commencer à accrocher sa ceinture et se préparer, vérifier. Je vous le dis toujours, vous allez sur le site, dans les indispensables, vous allez chercher checklist précyclonique et vous allez tomber sur une série une liste de choses à faire en fait euh, pour vos documents, pour votre habitation, pour vos véhicules, d'accord. Suivez-la, très franchement, suivez cette liste. Elle est issue de tout ce qui se fait quasiment aux États-Unis en termes de conseils. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas en France, notamment on n'est pas très habitué encore à ça, à s'envoyer des mails avec nos contrats d'assurance. Vous savez, c'est tout bête. Vous scannez votre contrat d'assurance, vous l'envoyez par mail, et puis donc du coup, vous aurez toujours une sauvegarde. Si votre maison elle est emportée ou quoi que ce soit, ben, c'est pas mal vos contrats d'assurance, tous vos documents, tous vos papiers, ce genre de choses. Vos clés, vous voyez, placer des doubles de vos clés dans un endroit séparé de votre domicile. Enfin voilà, tout un tas de choses, des petites choses toutes bêtes. Alors je parle pas bien sûr du matériel à avoir, de l'eau, des lampes électriques et tout. Ça, bien entendu, c'est bien entendu dans le reste. Mais des fois, des choses toutes bêtes en fait et qui permettent de s'en sortir. Moi, pendant Dean, j'ai eu le toit très endommagé et ben, j'étais bien content d'avoir les choses en sécurité. Donc voilà, on rentre dans la période agitée. Donc on est dans les Antilles, on est sur la trajectoire des cyclones. Donc préparons-nous, c'est le moment. Il ne faut pas faire, euh, il faut pas psychoter, ça sert à rien. Statistiquement, tous les territoires individuellement des Antilles ont à peu près 0,2% de chance chaque année d'avoir un système qui leur passe dessus.
Donc c'est faible, hein, on est bien d'accord, mais il en suffit d'un pour que votre vie change de manière importante. Donc voilà, faites attention, on ne psychote pas, ça sert à rien, on n'est pas paranoïaque, ça sert à rien, mais on ne se la joue pas non plus, ouais, non, il n'arrive à rien, parce que mon cousin qui est pêcheur m'a dit qu'il y avait des saumons à proximité de la côte, et que s'il y a des saumons à cette période-là, il n'y aura pas il y aura pas de cyclone. Peut-être qu'il a raison, mais de manière générale, je suis un scientifique, donc je fais plus confiance à la science que à la magie. Et donc voilà, donc on se prépare tranquillement, gentiment, on commence à faire nos stocks, on commence à tout vérifier, on surveille les alertes, on surveille, alors tant qu'il n'y a pas de gros risques, on surveille, vous pouvez surveiller météo tropicale, c'est là pour ça, hein, bien entendu, il n'y a pas de souci. Dès qu'on est en phase de vigilance, moi j'ai mon truc c'est de dire, tant qu'on n'est pas en phase de vigilance, euh, vous pouvez suivre le site météo tropical. Il récupère les données du NHC, donc il n'invente rien, il ne fabrique rien. Il calcule les conditions actuelles de développement, donc vous voyez, il vous fait une petite carte, il vous dit dans cette zone les conditions sont moyennes, plutôt défavorables, plutôt défavorables. Parce qu'il analyse les cartes comme je l'ai fait en fait, hein, j'ai fait un script qui va analyser toutes les cartes sur des carrés de. Enfin, c'est pas des cartes en fait, hein, c'est des modèles sur des carrés de 1 degré par 1 degré, et il va faire des moyennes sur ces zones-là, et donc déterminer les conditions de développement. Donc tant qu'on n'est pas en vigilance et en alerte, vous pouvez suivre ce site-là. À partir du moment où on passe en vigilance ou en alerte, je le dis toujours, ce site-là, moi je le fais bénévolement pour le plaisir parce que j'aime ça et que je sais que ça rend plutôt service. Mais après, c'est Météo France, Météo Tropica, Météo France, le NHC et la préfecture. Vos trois sources d'information sont celles-là. Que vous veniez jeter un petit coup d'œil de temps en temps, c'est pas un problème. Je ne fais pas fermer le site, bien sûr, mais on bascule dès qu'on a un système qui est en proximité de l'arc et où on est en vigilance, on bascule sur les réseaux officiels d'information. D'accord. C'est très, très, très important. Voilà. Parce que moi, il peut y avoir un bug, on l'a vu cette semaine, modification, le NHC modifie ses données, je me rends compte 12 heures après parce que je bossais, là, pendant 12 heures, il affiche une information qui est pas totalement, qui est pas erronée, mais qui est, qui est pas, qui était pas tout à fait, voilà, c'est donné 60% sur l'image et 0% dans le texte. Bon, c'est pas très très grave, mais voilà. C'est pour ça que je dis, dès qu'on est en vigilance, vous passez sur les réseaux d'information officiels, c'est important. Voilà, je fais un petit tour au niveau des questions. Sur certaines images, on demande des images avec des codes couleurs pour les nuages. Peut-on trouver des explications en fin d'Internet, des tenants et aboutissants? Alors oui, je vais vous expliquer ça, bon, rapidement ou pas d'ailleurs. On va aller voir les images satellites et je vais vous montrer, en fait, c'est les longueurs d'onde qui vont être importantes. Donc si on va sur l'Atlantique étendu, donc vous voyez, voilà, ça c'est le type d'image, alors on va l'arrêter, on n'a pas besoin du look pour ça. Voilà, je pense que c'est ça les couleurs dont vous me parlez sur les images satellites. D'accord. Alors c'est en fait, c'est cette image-là, c'est une image infrarouge, d'accord. Donc l'infrarouge va vous donner la température. Non, non, il n'y a pas de son haché, c'est ça qui est fou, je ne comprends pas. J'ai rien touché. Donc voilà. Je vais essayer de faire comme ça. Donc, alors en fait, c'est la température, d'accord, au sommet des nuages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la température est basse, et plus la convection est importante, d'accord. Puisque plus la température va être basse, plus la vapeur d'eau va se transformer en goutte, va générer de l'énergie. À ce moment-là, cette transformation va générer de l'énergie, donc ça va faire de la pluie, et ça va générer de l'énergie qui va réalimenter le système convectif. Euh, et ensuite, voilà, ça va continuer comme ça. Donc vous voyez, vous avez le code couleur qui est ici, de 40 degrés à moins 90. Ben vous voyez, la zone de convection, elle est noire, elle est à moins 70 à peu près. Donc voilà, plus vous allez vers le bas dans la couleur, plus vous allez avoir de la convection qui est forte. C'est là, cette image-là montre la convection, d'accord. C'est les orages, la pluie et l'activité euh, et l'activité d'énergie énergétique, d'accord, voilà, qu'il y a dans le système.
Donc c'est pour ça. Vous voyez ici, par exemple, plus vous avez des zones orageuses, pluvieuses, et bien plus ça allait vers le noir, puis vers le blanc, et puis éventuellement, mais c'est très rare, il faut vraiment un gros système, vers le violet. Donc voilà, vous avez d'autres choses. Vous avez le visible, d'accord? Alors ça, il est jour-nuit, celui-là. Le visible, c'est une photographie, en fait, hein, tout simplement. C'est de, c'est de l'infrarouge, mais accompagné aussi d'images visibles. Donc là, vous avez bah, les nuages, comme vous les verriez depuis la station spatiale. Vous avez ensuite d'autres, vous avez True Color. Alors bon, ça c'est vraiment de l'image encore plus visible dans le spectre visible que celle qu'on a vue tout à l'heure. Parce qu'alors en plus, il récupère les couleurs de la mer. Pas beaucoup de différence en dehors de ça. Et ensuite, pour finir, vous avez la concentration en vapeur d'eau, d'accord, et d'air sec. Alors celle-là, elle est intéressante parce qu'elle vient se super. En fait, elle dit la même chose que celle-là, en fait. D'accord? Donc vous voyez, vous avez une zone d'air très sec ici. Là, tac, tac, tac. Et on voit que la circulation d'ondes depuis maintenant une dizaine de jours commence à humidifier de manière assez importante l'air dans cette zone-là. D'accord? Donc voilà. Et puis du coup, vous voyez comment se mélangent ces zones-là. Vous voyez par exemple, une chose qui est intéressante, c'est que vous avez une petite zone dépressionnaire ici qui s'enroule, d'accord? Et vous voyez, elle enroule de l'air sec, en fait, elle attire cette zone d'air sec vers elle, et elle l'enroule ici. Et donc, en l'attirant, en fait, elle le tire vers le nord. Et donc, c'est que ça explique aussi que, au-delà du fait que les ondes qui sont au sud humidifient l'air, ben, cet air sec, il peut être aussi attiré par une dépression un petit peu plus haut qui va l'attirer dans son enroulement. Voilà. Alors, les autres, le son est revenu. Bon, je ne sais pas ce qui s'est fait. Voilà. Bizarre. Peut-être qu'il y a des pertes d'image. Non, j'ai pas de sur le streamer, je vois pas. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc sur ça, alors je regarde, je remonte les questions vite fait. Tac, tac, tac. Risque d'un barbadien. Non, a priori non, ça c'est pas des barbadiens. Un barbadien, c'est vraiment un système qu'on voit pas arriver en fait, hein. C'est une petite onde qu'on voit pas trop se former, en tout cas qu'on voit pas le renforcement à partir d'ici, à partir du Cap-Vert en tout cas, et qui d'un coup va se renforcer vraiment ici, dans cette zone-là, là, dans le fameux carré 50 ouest, 60 ouest, 10 nord, 20 nord. D'accord. Voilà, ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle les Barbadiens, donc c'est parce qu'on estime qu'ils arrivent de la Barbade, ce qui est faux, mais en fait c'est un abus de langage. Mais non, à partir du moment où le NHC nous dit qu'il y a un risque de renforcement de 60%, alors que le système est au sud du Cap Vert, ça ne sera pas un Barbadien, ça sera un Cap Verdien s'il doit se renforcer. Voilà. Alors voilà, bon, un bel environnement, ok. Donc les avions pour le cisaillement, j'ai répondu. En espérant qu'elle ne va pas aller un peu plus sud chercher de l'eau à 28. Oui, bah ça après on va voir un petit peu. Oui, le Pacifique est très très chargé en effet en ce moment. Euh, Problème de son, ouais, je ne sais pas pourquoi, c'est assez bizarre. Je sais pas, c'est un micro en USB, donc il n'y a pas de problème de connexion de câble. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Je vais vérifier ça dès que j'aurai coupé, je vais revérifier. J'ai peut-être un filtre qui s'est mis. Euh, alors je vérifie quand même. Non, pourtant je suis bien. Le stream est bon, il ne perd pas d'image, il n'y a pas de problème. Bon. Un peu comme ça qu'il y a une onde précédente qui avait ouvert la voie. Voilà, exactement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand il y a une onde qui est devant, ben derrière, ça en bénéficie. Il y a une possibilité cyclonique que la température se réchauffe au fil de la saison. Oui, bien sûr, bien entendu. La température de l'eau, en fait, elle va évoluer toute la saison. C'est-à-dire que là, elle n'est pas encore à son maximum. Comme je vous l'ai expliqué, le maximum, ça va être fin août à peu près. Entre fin août et mi-septembre, d'accord? C'est là où la température est la plus chaude. C'est d'ailleurs là qu'est le pic du nombre de cyclones enregistrés dans l'histoire. Donc on sait que globalement, dans une période où on n'est pas en phase El Niño, d'accord, la possibilité qu'on ait de l'eau à 29 dans toute cette zone-là est tout à fait envisageable, hein. Déjà, on est passé, il y a encore 9 jours, 10 jours, on était à 27, 28 ici. On est passé à 29, donc bien sûr que ça se réchauffe et que ça va continuer à se réchauffer. Donc oui, oui, il y a des possibilités que ça se réchauffe, malheureusement. Euh, Top, le widget NHC. Alors là, je ne sais pas de quoi on me parle, le widget NHC. Si vous êtes toujours en ligne,
Oui, je vais boire un apéro, oui, ça va me faire du bien pour la voix. Je vais demain, sur le prochain live, ce dimanche sûrement, je boirai l'apéro avant. Ça sera un petit peu plus fluide. Euh, ok, bon, je vois qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Donc écoutez, c'est à peu près bon. Je pense qu'on va en rester là. Euh, voilà. Donc l'idée, ben, c'est toujours pareil là, quand on est sur le live. L'intérêt, en fait, c'est pourquoi je fais ça plutôt que des vidéos comme je faisais avant, que je publiais uniquement en replay. C'est justement la possibilité d'interagir en fait. C'est que vous posez des questions, je vous réponds. Ça permet d'alimenter le débat, la discussion. Et c'est un petit peu pour ça que je fais ça aussi en général, quoi, c'est pour pouvoir répondre. Donc voilà, on a fait un petit tour. Donc pour l'instant, pas d'affolement. On surveille cette onde-là au-dessus du Cap-Vert. Elle n'est pas passée en invest encore, hein. Donc bon, il n'y a pas de risque à court terme. On verra quand elle sera placée en invest parce que ça va débloquer tous les, euh, tous les trackings dans les modèles spécialisés. Donc les flotteurs vont sortir, les risques de renforcement et tout, on y verra plus clair. Donc pour l'instant, on attend et puis on regarde un petit peu l'évolution. Voilà, on est vendredi soir, donc s'il y a un gros changement d'ici ce week-end, dimanche soir, je referai un live, d'accord? Et, euh, on fera le point à ce moment-là. S'il n'y a pas beaucoup de changements et que la situation est toujours la première avec peu de risque de renforcement et que la deuxième reste autour de 50-60%, bon, on fera ça en début de semaine, c'est pas la peine qu'on redise exactement la même chose 2 jours après, d'accord? Donc voilà, ça va dépendre, mais je vous tiendrai au courant sur Facebook et sur Twitter. Je vous rappelle une fois de plus que je ne poste sur Facebook que de deux manières, c'est les messages automatiques quand je publie un article ou quand j'envoie quelque chose, et pour annoncer un live. Je ne suis plus sur Facebook. Je ne lis pas ce qui se passe, je n'y vais plus. C'est trop le bordel, de mon point de vue. J'ai été trop soumis à de l'agression quasi permanente passée là, cet hiver. Donc voilà, Facebook, c'est terminé. Je suis présent et assez actif sur Twitter. Donc ceux qui veulent me suivre, vous tapez Olivier Tisserand ou Météo Tropicale dans la barre de recherche Twitter et vous allez me trouver de suite. C'est très facile. De toute façon, les liens sont partout hein, sur le site, à droite, à gauche, donc il n'y a aucun souci. Vous voyez, vous venez sur le site, vous cliquez ici et vous allez arriver direct sur sur mon compte Twitter. Donc voilà, si vous êtes abonné à Twitter, ben, vous faites me suivre, vous cliquez sur suivre et puis vous pourrez me suivre comme ça. Voilà. Twitter, alors l'avantage aussi de Twitter, c'est que c'est de l'instantané vraiment. Le problème de Facebook, c'est que dès que quelqu'un partage, commente ou quoi que ce soit, le truc remonte sur les fils d'information de tout le monde. Et donc en fait, les débats les débats dans les commentaires, ça peut durer une semaine, 10 jours, 15 jours, quoi. On ne s'en sort plus après. Alors que là, sur Twitter, je publie, des gens, on partage, on aime ou on n'aime pas, on répond, et puis 2 heures après, le truc, il s'est enfoncé dans les, et puis voilà, on passe à autre chose, quoi. Voilà, on est plus dans la logique, dans ce qui m'intéresse, parce que des fois, sur Facebook, je postais un truc sur un système, et 2 jours après, le truc remontait parce que quelqu'un avait posé un commentaire. Et donc les gens disaient, ah mais le risque, il est pas à 20%, il est à 80%. Ben oui, ben, vous regardez un post qui a 2 jours, donc forcément, voilà. Donc sur Twitter, ça n'arrive pas de manière générale. Donc les fils d'actualité sont très rapides, ça descend vite, et donc on passe vite à autre chose, et c'est plus adapté à ce que je veux faire en termes de météo. Donc voilà, j'ai fini ce live. Alors, que veut dire passer? Voilà, je réponds à une dernière question. Alors, en fait, il y a 3 niveaux de surveillance du NHC sur les systèmes en Atlantique. Il y a un premier niveau de surveillance qui est les ondes qui sont monitorées. C'est-à-dire que le NHC les regarde de manière avec de l'attention systématiquement. D'accord? Et ce qui va leur permettre de déterminer un risque de renforcement à 24 heures. D'accord? Vous voyez, si on a le bulletin du NHC, à 24 heures, donc là c'est 0%, et à 5 jours. La deuxième étape, c'est lorsqu'une de ces ondes nécessite une surveillance accrue. C'est-à-dire, elle n'est pas encore passée en cyclone, donc ce n'est pas devenu une dépression, une tempête, mais le risque est présent et assez fort, et donc il la transfère dans un système qu'on appelle l'Invest, et qui va permettre de débloquer tous les systèmes des modèles en fait, de prévision, et qui vont commencer à traquer ce système-là. C'est-à-dire que un modèle comme le GFS ou le CMWF, les modèles que je vous montre, sont des modèles mondiaux. Vous voyez, si on va sur les régions, vous avez accès absolument à toutes les régions du monde, vous voyez, le Sud-Ouest Pacifique, l'Inde, l'océan Indien. Donc, ce sont des modèles mondiaux et qui ont des mailles et
rendent difficile le tracking en fait d'un système. Euh, donc du coup, quand on passe en invest, en fait, on va débloquer cette partie des modèles qui est le tracking alors d'abord par des modèles spécifiques. Le HWRF est un système spécifique de tracking, ou le GFS ou le SMC ou d'autres vont activer des trackers internes en fait qui vont permettre de suivre ces systèmes-là. Et du coup, en ayant déclaré un invest, placé un système en invest, ça va permettre de déclencher ce tracking-là et donc d'avoir plus d'informations. Une fois que c'est en invest, c'est là qu'on a les fameux graphiques spaghetti, vous savez. Vous avez toutes les trajectoires qui s'affichent les unes superposées aux autres. D'accord. Voilà. Ben, ça, c'est typiquement lorsqu'un système est classé en invest. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Juste un petit mot, vous faites ce que vous voulez, on est bien d'accord, vous vaccinez, vous vaccinez pas, je m'en fous en fait, c'est pas mon combat. Je viens de tourner un documentaire un documentaire là de 26 minutes au CHU Martinique, ces 3 derniers jours. Et franchement, protégez-vous. C'est tout ce que je vous dis. Vaccinez-vous ou pas, ça c'est pas grave, c'est votre choix. Le masque, les gestes barrières, la distanciation, c'est pas de la rigolade. J'ai interviewé cet après-midi une petite gamine de 19 ans, sportive, aucune comorbidité et tout, qui sortait de l'AREA. Ça m'a dévasté en fait. D'accord. Donc voilà. Faites gaffe, c'est une vraie saloperie. Là, ça fait 3 jours que je m'en rends compte. J'étais plutôt du genre à pas trop me passer de gel, à enlever le masque à l'extérieur dès que je pouvais, enfin à essayer de tricher un petit peu. Et là, franchement, ça m'a retourné. Hein, je vous dis, j'ai vu les choses. Bon, il va sortir le document, donc tout le monde le verra. Mais franchement, c'est chaud, quoi. Donc, vous vaccinez pas, on s'en fout, c'est pas très grave. Enfin, on s'en fout pas, vaccinez-vous. Mais si vous voulez vraiment pas que vous êtes opposé à ça, je peux l'entendre. Mais euh, évitez les soirées où vous êtes 50 à vous embrasser, à vous parler fort les uns sur les autres et tout. C'est une merde infâme. Voilà, c'est juste ça. Protégez-vous, prenez soin de vous, c'est à peu près tout. C'est aussi important que se préparer pour la saison cyclonique. D'accord. Après, c'est votre choix de vie. Je vous laisse faire vos choix comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end, et puis rendez-vous à dimanche s'il y a du changement, ou début de semaine s'il n'y en a pas. Voilà, bonne soirée à tous.